Salut à tous et bienvenue pour le Over the Results du dernier pay-per-view de la WWE en date, c'est-à-dire Fastlane, qui a eu lieu dans la nuit du 22 au 23 février 2015 au FedEx Forum de Memphis dans l'état du Tennessee. J'ai eu un petit blanc, heureusement ça m'est revenu. C'est un pay-per-view que j'ai trouvé assez pauvre tant au niveau de la qualité in-ring que par ses promos, même s'il y a eu 2-3 choses plus ou moins bonnes quand même. Par contre, j'ai trouvé assez fort au niveau de l'avancement et de la construction des rivalités en vue de WrestleMania 31. On a déjà 4-5 matchs qui sont quasiment sûrs d'être faits, en tout cas annoncés. Il y en a déjà 2 qui sont annoncés officiellement. Donc je trouve que c'est un point fort pour le pay-per-view qui précède WrestleMania. Je ne parlerai pas ici du pré-show qui a vu Paul Heyman se faire interviewer par le Miz parce que c'est resté du classique. Donc on va directement enchaîner par le premier match qui a vu la team de Dolph Ziggler, donc Ziggler, Ryback et Eric Rowan affronter l'autorité, donc Seth Rollins en tant que meneur, accompagné du Big Show et de Kane et en dehors du ring par la J&J Security. Donc je vais essayer de faire une analyse plus courte que d'habitude parce que beaucoup de personnes m'ont reproché que 20 minutes c'est souvent trop long, donc on va essayer de taper entre le 10 et le 15 minutes. Et puis surtout, je vous marque plus mes notes, mais elles sont en lien dans la description. Donc vous pouvez voir tous les détails de ma façon de noter ces matchs-là dans la description. Donc j'ai mis que le match était beaucoup trop court, il n'a pas été percutant, j'ai été très déçu par rapport à deux lutteurs principalement. Kane, bon après je suis désolé, on va de nouveau me dire que je m'acharne un peu sur lui. Je le trouve beaucoup moins bon et plus ça avance, plus c'est fade dans sa façon de lutter. En plus, il n'a pas été beaucoup sur le ring, mais les peu de fois où il a été, il n'a pas été percutant du tout, à part dans son choc slam qu'il a un petit peu foiré aussi. Et sur Dolph Ziggler à la fin du match, oui, parce que c'est la team Rollins qui a remporté le match. Au cas où certaines personnes veulent se faire spoiler et éviter de regarder ma vidéo avant de regarder le pay-per-view, ce serait quand même préférable pour vous. Hein. Et puis, plus étonnamment, un autre lutteur m'a déçu en mal, c'est Seth Rollins, tout simplement. J'ai trouvé transparent. On a l'habitude qu'il vole le show, que ce soit au Royal Rumble, au Survivor Series ou même à Hell in a Cell l'année passée. Ce mec vole tout le temps le show et là, j'ai trouvé transparent. D'ailleurs, j'avais lu quelques news qui disaient que Seth Rollins devait être mis en avant lors de ce pay-per-view, tout simplement pour ne pas faire oublier aux fans que c'est toujours un élément important en vue de WrestleMania 31. Ça n'a pas été le cas, pardon, donc j'étais assez déçu. Un autre qui m'a étonné, c'est Ryback, mais en bien. Ryback, j'ai trouvé très rapide au départ, en fait. Il est arrivé sur le ring, en fait, il a fait 2-3 minutes sur le ring, pas plus. Mais en fait, il est arrivé quand le rythme était devenu vraiment très lent et lui était frais, il n'avait pas encore lutté. Il est arrivé, il a tout déchiré, il était percutant, rapide. Ça fait bizarre de le voir comme ça, mais c'était appréciable. Donc un petit plus pour Ryback, même si c'est facile de lutter que 3 minutes dans un match. Et puis donc, je m'attendais à avoir un opener assez fort avec ce match qui débutait tout de suite. D'ailleurs, j'ai mis la chaîne AB1 en fait parce que j'ai regardé sur AB1 et j'ai pas regardé le début, en fait c'était l'arrivée de Seth Rollins, donc j'avais un petit peu de retard et je me suis dit merde, en fait j'ai une heure de retard parce que ça m'a étonné que ce match là soit en opener. Finalement non, donc je m'attendais à quelque chose de bien et finalement le seul truc important à retenir, bah, c'est déjà la victoire de la team Rollins, mais c'est le retour d'Orton. C'est un bon retour parce que la team de Seth Rollins s'acharnait un petit peu sur les faces. Le problème, c'est que c'est digne d'un retour de Raw et je l'ai vu plusieurs fois en statut sur Facebook de la part des fans. Il n'est pas assez percutant, le retour il est bon, ça fait plaisir de voir Orton, mais il n'est pas percutant pour moi. Concernant la note du match, j'ai mis seulement un 5 sur 10 parce que c'est trop faible pour moi pour être un opener. On a été habitué à beaucoup mieux avec les Usos dernièrement. Et puis surtout avec un match d'une telle envergure et avec de tels talents, je m'attendais à beaucoup mieux. Ensuite, le deuxième match opposait Goldust et Stardust, un match qui n'était pas exceptionnel, mais qui était toutefois très agréable à regarder. J'ai pris beaucoup de plaisir à regarder ce match-là. Ça m'a fait plaisir parce que j'attendais pas énormément, tout simplement, de ces deux lutteurs. La rivalité était lancée depuis moins d'une semaine, donc je m'attendais pas à ça. Et finalement, on a senti le match entre frères, c'est-à-dire que la plupart des lutteurs, donc Stardust et Goldust, arrivent à anticiper les prises de l'autre avant qu'il les porte, donc ça rendait le match un petit peu plus enjoué si on veut bien. J'aimais bien, franchement. À noter que Stardust a un look beaucoup plus badass sans son truc.
badass c'est peut-être pas forcément le bon mot, mais il retrouve en tout cas un semblant de dignité, de crédibilité sans cet accoutrement ridicule. Donc un bon petit heal, j'espère que Cody Rhodes quand même reviendra bien rapidement. Le rythme est constant, donc c'est ça qui le rend agréable. En tout cas, durant tout le match, je la fais un petit peu moins. C'est le fait que le rythme ne baisse pas et n'augmente pas durant l'intégralité du match là, donc ça fait plaisir. Le public était mort, je trouve, ça c'est le petit point faible du match. Et puis la fin, elle est bonne dans le sens où Goldust gagne, comme vous l'avez vu. Donc c'est une fin qui laisse imaginer toutes sortes de suites à cette rivalité. Visiblement, j'ai marqué ça avant de voir la suite en backstage. Et oui, visiblement, comme je l'ai dit, Stardust ne va pas s'arrêter là sur une défaite. Concernant le match, j'ai mis à 7 sur 10 parce qu'il les mérite amplement. Le troisième match a vu les Usos défendre leur titre par équipe contre Tyson Kidd et Cesaro. Donc c'est le match qui m'a réveillé et qui a réveillé clairement le public. C'était fou, je commençais à m'endormir et d'un coup, paf, ce match-là est arrivé pile poil, droit au moment où il fallait, c'était parfait. Pourquoi j'ai trouvé bon? Parce qu'il y a un bon suspense, il y a un bon rythme quasiment du début jusqu'à la fin. Au début, on a une petite phase fade, on va dire, stable, où les lutteurs se jaugent comme un début de match en fait. Et puis après, ça pète, ça va dans tous les sens jusqu'à la fin du match, c'était parfait. Un régal de voir les Usos lutter, même s'ils ont rarement de bonnes rivalités. Donc c'est vrai, il s'est pas construit, mais les matchs sont toujours bons et appréciables à regarder lors des pay-per-view. Et puis c'est un plaisir de voir Cesaro et Kidd devenir champions par équipe, parce que oui, ils ont gagné. C'est une équipe qui domine totalement le roster par équipe en ce moment. C'est un truc de malade, l'efficacité entre la puissance de Cesaro et la technicité de Tyson Kidd. Pour moi, c'est le meilleur match de la soirée, pardon, j'ai mis 9 sur 10. Ensuite, petit aparté, le segment entre Sting et Triple H, je vais pas beaucoup m'attarder sur ce segment-là. J'ai mis que c'était un bon petit segment, que j'étais juste déçu que Sting ne parle pas. Parce que j'aimerais bien l'entendre parler, mine de rien, au lieu de faire des gestes. Donc ça, c'est un petit point faible. Le deuxième petit point faible, j'en parlerai après. D'abord, je vais dire que le match est annoncé pour WrestleMania 31. Ça s'est fait de façon bonne. Ça rejoint un petit peu quand même le point faible. Sting montre avec sa batte WrestleMania 31. Triple H a tout le temps de l'attaquer et après il remet le truc sous le coup. Ça arrive 3-4 fois d'affilée. Pour moi, ça c'est pas, non, ça marche pas. C'est un point faible, ça marche pas parce que c'est pas réaliste et ça fait presque nier à la limite. Vous voyez, Sting qui montre WrestleMania 31, je veux dire, il peut prendre un micro et parler. Voilà, ça c'est le truc qui m'a vraiment dérangé dans ce segment-là. Sinon, c'est quand même beau. Ensuite, on a eu le match Nikki Bella qui défendait son titre des Divas, accompagné de Brie Bella, face à Paige. Donc là, c'était un match où clairement la WWE se fout de notre gueule. On a une rivalité qui semble construite pour une fois chez les Divas, donc ça fait plaisir, sans qu'elle soit extraordinaire, mais enfin on a un truc quand même d'assez construit. Le problème, c'est qu'il nous faut un match de même pas 5 minutes, où franchement on a une fin totalement dégueulasse. Je dis pas ça parce que Paige a perdu, j'apprécie aussi grandement les Bella Twins, vous le savez, même si j'aime beaucoup Paige aussi. Le finish ne marche pas, le fait qu'on l'envoie contre le coin et qu'on fasse un tombé, ça marche pas, je suis désolé, c'est dégueulasse. Même peut-être pour annoncer un match retour à WrestleMania 31, ça marche pas. Pardon. En plus, il y a des rumeurs qui annoncent comme quoi Charlotte devrait avoir un match de championnat à WrestleMania. Bref, trop de fouilles, trop d'incohérences dans ce match-là, tout comme dans la division des Divas actuellement. Donc ça ne marche pas. Le seul côté percutant qu'il y a eu dans ce match-là, c'est la powerbomb de Nikki Bella sur Paige. Waouh, incroyable. Sinon, match recours, rythme constant, mais plutôt dans la lenteur plutôt que dans la rapidité. Puis le public semble se rendormir, tout comme moi. Donc là, je vais être très dur. J'ai mis la note de 4,5 sur 10. Ensuite, dans la catégorie, on continue de se foutre de la gueule des fans. On a Bad News Barrett contre Dean Ambrose. Que dire de plus à part que Dean Ambrose repère encore une fois un match et que là, il perd par disqualification. Étonnamment, Bad News Barrett remporte le match par disqualification. C'est un heel, ça fait bizarre. Le finish est très moyen. Hein, je veux dire, c'est bien que Dean Ambrose, il est fou, il pète les plombs, il l'attaque. Ok. Cependant, il y a un problème et je vais un petit peu m'attarder sur ce point-là. Comment Dean Ambrose a eu sa chance pour le championnat intercontinental, pardon, tout simplement en forçant Bad News Barrett à signer un contrat qu'il a en fait signé lui-même. C'est lui qui contrôlait, si on veut bien, les mains de Bad News Barrett. Donc logiquement, pour qu'il y ait un match retour, Dean Ambrose était obligé de remporter le titre, ou alors tout simplement, Bad News Barrett devait remporter le match, perdre le match par disqualification et non le remporter. Parce que là, maintenant, Dean Ambrose a perdu le match, hormis qu'il ait repris la ceinture intercontinentale qui ne lui appartient pas, ça ne justifie pas un match retour. Donc justement, là, ça me dérange, mais pour moi, ce qui aurait dû se passer, c'est qu'il y ait une couille faite par Wade Barrett, Bad News Barrett, et que justement ça justifie un match retour pour Dean Ambrose à WrestleMania. Là c'est pas le cas et ça me déçoit
parce que c'est pas justifiable. Ensuite, le public, il faut dire qu'il était clairement à fond des Ram Bros, donc Christophe Ajus a fait une petite remarque que je ne ferai pas là, mais qui était très très drôle, et j'ai mis déçu du match, je m'attendais à mieux. Là aussi, 4,5 sur 10, je suis désolé, pour moi, ça vaut pas plus. Ensuite, le segment l'Undertaker qui arrive sur le ring, avec un cercueil et ses druides. Je savais très clairement, comme la plupart des fans, que c'était pas l'Undertaker et que c'était Bray Wyatt qui se cachait dans le cercueil. Segment putain efficace à souhait, c'est pour moi le meilleur segment de la soirée micro si on compte pas le match par équipe, pour les championnats par équipe, pardon. Pour moi c'est le deuxième moment fort de ce pay-per-view. J'ai pas beaucoup de choses à dire en plus, les images parlent d'elles-mêmes, allez voir si vous ne l'avez pas vu. Juste pour dire, avec le segment Triple H et celui-là, je rajouterai 0,5 points à la note finale du show. Pardon. Ensuite, avant-dernier match, Rusev a défendu son titre des États-Unis contre John Cena. Beaucoup de cassures de rythme dans ce match-là, à défaut d'être violent, c'est-à-dire que, je le répète bientôt à chaque fois, quand un match est brutal, forcément, il y a plus de selling et forcément, le rythme est plus cassé, si on va dire ça, et plus instable. Je ne parle pas de Dean Ambrose. Donc, forcément, on peut pas avoir un match très très violent et un match bien vendu et un match bien rythmé. Pour moi, c'est très très dur à faire avec Rusev qui est encore un petit peu un rookie si on veut dans le domaine, qui est là que depuis un an à la WWE, c'est pas possible. Ensuite, j'ai mis que le rythme repart de plus belle à partir du STF que pour John Cena. Donc là, vraiment, les cassures de rythme, c'était fini. John Cena a porté son STF, ça a foncé, ça a explosé jusqu'à la fin de ce match-là. C'était très très bon. Ça a fait que le public était à nouveau dedans et moi aussi. Je me demandais qui allait gagner. Parce que forcément, pour moi, soit Cena remportait le match, soit Cena perdait mais abandonnait. Donc forcément, moi, j'avais, peu importe la situation, j'étais bien enjoué et j'appréciais l'un des deux résultats. Finalement, il n'y a eu aucun des deux, donc c'était assez décevant pour moi, mais ça c'est juste un petit point. Ensuite j'ai mis, ça fait du bien de voir Rusev dans un match plus long. C'est vrai que Rusev avait souvent des matchs très très courts dans lesquels ses adversaires ne faisaient pas forcément long feu. Là c'est différent, c'est John Cena, donc il a pu prouver que c'était quand même un bon lutteur, donc il a un petit peu monté les échelons dans mon estime. Et puis comme je l'ai dit plus tôt, j'attendais un abandon plutôt pour John Cena, c'est dommage. Voilà, après je vais pas me plaindre, c'est un très bon match. Franchement, je m'attendais pas à ça vu comment la rivalité a commencé, donc j'ai mis à 8,5 sur 10. Deuxième meilleur match tout simplement de la soirée. Puis le main event, Roman Reigns défendait sa place d'aspirant numéro 1 contre Daniel Bryan, donc le vainqueur allait affronter Brock Lesnar à WrestleMania 31 le mois prochain, le 29 mars. Ouais, alors là j'ai quasiment rien marqué sur le match parce que je regardais le match assidûment, je regarde juste mes notes. Je vais vous lire ce que j'ai marqué. J'ai mis le spear de Reigns doit être magique, et c'est vrai parce qu'on se ramène avec un Daniel Bryan qui fait son running knee à une reprise, qui fait son yes lock à 2 reprises. Roman Reigns est toujours debout, il est frais, bref, il n'y a quasiment rien. D'un coup, à la fin, Daniel Bryan se prépare, comme vous l'avez vu, pour un deuxième running knee. Et Roman Reigns, il lui fait un spear et c'est terminé. Non, c'est nul. À la limite, s'il gagne avec un spear, autant le faire gagner sur un deuxième, voire même un troisième, ça aurait rajouté un peu plus de suspense à la fin du match. Là, c'est bâclé, c'est moche, franchement, c'est pas beau. Après, il faut quand même que j'avoue, ça c'était le point négatif, que j'avoue que Roman Reigns a fait un très bon match. J'ai été agréablement surpris de sa part. Donc, ça arrive tard, c'est dommage. Si ça avait déjà commencé au SummerSlam contre Orton l'année passée, je pense qu'on pourrait avoir potentiellement un bon match entre Lesnar et Reigns. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? J'ai mis, oui, on va avoir un match de bûcheron à WrestleMania 31, et je ne sais pas comment le prendre. Soit on va avoir un match brutal à souhait comme j'aime, soit on va avoir une quiche monumentale. Ça va être détestable à regarder, donc j'espère plutôt que ce sera la première option. Donc Lesnar contre Reigns est le deuxième match officiel annoncé pour WrestleMania 31. Sinon j'ai mis bon rythme, surtout sur la fin. Voilà, j'ai mis la note de 7 sur 10. Ça fait une note globale de 6,5 sur 10. Tout simplement, je rajoute les 0,5, ça fait 7 sur 10. Donc je mets 3 étoiles pour ce pay-per-view. N'hésitez pas, si vous voyez cette vidéo à partir du mois de mars, à aller sur Spirit of Wrestling, vous aussi notez ce pay-per-view. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Finalement, elle fera 15 minutes tout rond. N'hésitez pas à partager tout simplement cette vidéo, ça me ferait plaisir que plusieurs personnes apprennent à connaître ce que je fais et en tout cas participent, interagissent avec moi au niveau des commentaires ou même au niveau de Facebook. Je suis toujours là, et le lien de mon Facebook est dans la description. À liker la page, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis nous, de toute façon, on se retrouve tout prochainement, en tout cas le mois prochain, pour le Over the Results pour WrestleMania 31. Et j'ai déjà hâte d'y être.
même si la carte n'est pas vraiment très alléchante.